Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette avant-dernière conférence du Printemps de l'Histoire-Géographie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc le Printemps d'Histoire-Géographie est organisé par l'association Histoire d'en parler. Donc, c'est une association qui a été créée en 2017 à Nancy et puis qui a un but très simple, c'est de promouvoir la discipline Histoire-Géographie au plus grand public. Alors pour ce faire, nous proposons des interventions dans le milieu scolaire, mais également des événements grand public. Euh, on a une devise qui nous permet d'accomplir cette tâche, entre guillemets, c'est l'histoire par tous, pour tous et surtout partout. Et c'est ce partout qui a donné naissance au Printemps de l'Histoire-Géographie qu'on va pouvoir tout simplement définir comme un cycle de conférences virtuelles qui est accessible de partout. Au programme aujourd'hui, une conférence par M. Étienne Faugier intitulée Les enjeux de la mobilité entre passé et futur. Alors, Étienne Faugier, vous êtes docteur en histoire des universités Laval au Québec et de l'université Lumière Lyon 2, pardon. Vous êtes spécialiste de l'histoire des transports et des mobilités et vous terminez actuellement une recherche consacrée à l'analyse des politiques publiques autour de l'aménagement de la gare de Fontainebleau-Avon à l'École des mines de Paris. Vous avez un engagement associatif assez important également. Vous êtes le président de l'association Passé, Présent, Mobilité, donc qui va fédérer des jeunes chercheurs autour d'un séminaire pluriannuel consacré à l'histoire des transports et des mobilités en région parisienne. Vous êtes également le secrétaire de l'association internationale Transport, Traffic and Mobility qui fédère les historiens et historiennes à l'international sur les questions du transport et des mobilités. Aujourd'hui, vous allez donc nous proposer une conférence sur un thème qui est d'actualité, si je puis dire, sur la mobilité, un thème qu'on pourrait croire aujourd'hui acquis, mais qui, les événements d'il y a à peine un mois maintenant, nous prouvent parfois, hélas, le contraire. Euh, Si tout est bon pour vous, je vous laisse la parole. Simplement, dernier petit détail à nos participants surtout de bien vouloir ne pas réactiver leur caméra durant l'intervention et de n'utiliser le chat uniquement pour des questions techniques. Si tout est bon pour vous, Étienne, je vous laisse la parole et je souhaite à tout le monde une très très bonne conférence. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité de pouvoir discuter, dialoguer de mes recherches et de mes centres d'intérêt avec vous et à travers l'association Histoire d'en parler qui, je trouve, a une très belle initiative. J'en suis ravi de pouvoir discuter avec vous et de voir les replays sur YouTube des différentes conférences. Donc, pour commencer, je souhaiterais avec vous évoquer plusieurs éléments qui me semblent intéressants en tant que spécialiste des mobilités. Tout d'abord, dans mon parcours, et puis effectivement, comme vous l'avez présenté, je suis actuellement le président d'une association qui s'appelle Passé Présent Mobilité, qui tient un séminaire une fois par mois en région parisienne, qui est ouvert à tous et à toutes, et qui cherche à mettre en valeur les travaux des universitaires, des politiques, des milieux associatifs sur les questions de mobilité. Là-dessus, je vous renvoie au site internet qui est en lien ici. Évidemment, vous l'avez aussi, je ne manque pas d'évoquer l'association Transport, Traffic and Mobility, qui elle, est une association internationale qui travaille donc plutôt du côté des chercheurs en histoire principalement aussi en Europe, mais à l'international, et pour lequel il y a une prochaine conférence à venir, probablement en ligne, puisque comme vous pouvez le voir, elle se tiendra, elle devait se tenir à Shanghai en octobre 2020, et les conditions font qu'elle se tiendra sans doute en ligne. Et donc peut-être certains et certaines d'entre vous pourront être intéressés, même s'il faut souligner que principalement les interventions se feront en anglais, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Peut-être. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la publicité. C'est pas la peine de s'attarder trop dessus. Dans le vif du sujet, en guise d'introduction, vous avez évoqué des éléments que je vais évoquer, mais très très rapidement aussi. Des éléments qui concernent l'actualité plus ou moins à longue distance temporelle. C'est tout d'abord la Convention citoyenne pour le climat qui a évoqué la proposition, qui a fait la proposition de limiter la vitesse sur autoroute et de la diminuer donc de 130 à 110 km/h
dans une perspective de stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un débat intéressant, c'est une proposition intéressante. D'autres pays ont déjà eu cette mesure-là. Je pense notamment au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Donc, est-ce qu'on est dans un mouvement européen et plus largement, ou bien est-ce qu'il y a une rupture? C'est un débat qui est encore très récent et donc trop ouvert pour qu'un historien puisse se prononcer dessus. L'autre élément, c'est évidemment, vous en avez parlé, c'est le confinement qui nous a tous bouleversés d'une manière ou d'une autre et surpris, qui a réduit tous nos modes de transport et qui a surtout mis en avant l'importance d'une catégorie qu'on a du mal des fois à voir dans l'espace public. C'est, je pense notamment aux routiers qui ont transporté les produits qui ont alimenté les supermarchés, les commerces, les hôpitaux notamment, et donc des professions qui travaillent un peu en arrière-plan, mais qui rendent notre vie aussi vivable, en particulier. Et évidemment, des adaptations que l'on a pu expérimenter, c'est notamment les déplacements des idées par le télétravail. Et cette question-là amène justement à repenser la question des déplacements physiques. Voilà, je ne rentre pas plus loin. Un peu plus loin dans le passé, c'est la question de l'épisode des Gilets jaunes et qui était à l'origine, et donc c'est pour ça que j'ai un peu fait le parallèle avec la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, c'était la réaction des Gilets jaunes par rapport à la limitation sur les routes dans le monde périurbain et dans le monde rural, de passer de 90 à 80 km/h et qui a soulevé effectivement des réactions vis-à-vis de cette proposition de limitation de la vitesse en périphérie des villes. Enfin, dernier élément beaucoup plus lointain, mais dont on peut se souvenir, c'est l'éruption du volcan islandais en 2010 qui a bloqué, pour le coup, les déplacements aériens en Europe principalement pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et donc, on était là devant une réduction pas quatre exemples, une réduction de nos déplacements, de nos libertés, puisque la mobilité est un droit que tout le monde souhaite, un droit à la mobilité, et est aujourd'hui revendiqué comme tel. Et donc, on peut se poser des questions à travers ces différents exemples de l'importance grandissante des mobilités dans nos vies quotidiennes. Voilà, ça, ce sont juste des exemples que je ne développerai pas, mais qui sont assez illustratifs, je pense, de l'importance qu'a pris la mobilité dans nos vies et de plus en plus. Et je vais essayer de vous montrer ça avec plutôt une analyse historique, puisque c'est ce dont je maîtrise le mieux. Alors, cette présentation se fera en 3 temps, l'idée étant de voir depuis le XVIIIe siècle jusqu'à un avenir proche comment les différents types de déplacements ont été appropriés et ont fait l'objet de développement, d'enjeux, de tensions, de concurrence, de complémentarité. Et j'essaye donc pour cela de vous proposer un plan en 3 parties, avec une première partie sur l'évolution des déplacements élitistes à la démocratisation des déplacements, puis une seconde partie sur la question des mobilités et les aspects obscurs, néfastes des mobilités, c'est-à-dire la sécurité, la mortalité, la pollution, et enfin essayer de réfléchir aux enjeux d'avenir pour les mondes futurs, même si ce ne seront que des pistes qui seront brièvement évoquées et qu'elles ne tiendront pas lieu avec des assises scientifiques certaines. Donc, dans le vif du sujet, on peut évoquer les débuts du vélo au début du XVIIIe siècle, qui, comme tout mode de transport, appartient à un système logique et cohérent qui s'appuie sur une infrastructure, des modes de transport, une culture des déplacements et des pratiques normées de déplacement, c'est-à-dire qu'il y a une législation. Et donc,
dès les débuts de l'apparition du vélo et de son essor. Je pense notamment à la Draisienne, je pense à la bicyclette dans les années 1885. Le vélo est vu comme un symbole de modernité. Je vous ai mis des illustrations qui présentent que le vélo est à la fois utilisé pour du tourisme et à la fois utilisé comme mode de loisirs pour les loisirs sportifs. Donc, il est utilisé par différents groupes associatifs qui se créent, qui se fédèrent autour de ce mode de transport. Je pense notamment à l'English Touring Club, et puis, en plus connu en France, je pense au Touring Club de France qui est né en 1890, et ces deux associations, parmi tant d'autres, visent à promouvoir ce mode de locomotion à travers des courses donc, de vélo. Rappelons que le Tour de France apparaît en 1903, par exemple, mais encore une fois, effectivement, ce vélo-là, ce développement du vélo prend plusieurs années, et il n'a pas tout de suite séduit les populations. Loin de là, il a été contesté, tout comme d'autres modes, on va le voir, mais on a tendance à oublier que le vélo a été contesté d'une part par les représentants de l'économie chevaline qui voyaient un concurrent sérieux. Il a été contesté aussi par des autorités plus installées, comme les autorités religieuses qui voient là un objet néfaste qui met en danger la foi des populations. Et d'autre part, il y a la question évidemment du danger de la vitesse, de la vélophobie, c'est-à-dire de cette peur du vélo, puisque c'est un objet nouveau que les populations ne connaissent pas et qui suscite donc des réactions de peur. C'est sensiblement la même chose pour l'automobile, qui apparaît sensiblement à la fin du 19e siècle, pardon, dans les années 1890. C'est d'ailleurs en 1895 qu'est fondé le premier automobile club au monde, l'Automobile Club de France à Paris en 1895, et qui s'appuie lui aussi, ce système, sur le système du vélo, en se regroupant autour d'associations destinées à promouvoir l'automobile afin de pouvoir développer ce nouveau mode de transport qui semble intéressant pour certaines parties de la population, notamment, comme vous pouvez le voir, les populations élitistes. Mais dans les deux cas, ce que l'on retrouve comme point commun à l'apparition des premiers véhicules, que ce soit le vélo ou l'automobile, c'est que c'est un monde majoritairement masculin. Et en ce sens-là, dès que des populations féminines acquièrent ou s'essaient à l'automobile ou au vélo, elles sont directement visées par des critiques de la part de la population masculine. Donc là, on a un enjeu de genre qui est le point commun à ces deux modes de transport. Donc l'automobile naît en Europe, principalement en France et en Allemagne. Elle se démocratise dans sa possession avant la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Je pense notamment à la Ford T qui apparaît en 1908 et qui verra la fin de ce modèle en 1927. D'autre part, il faut signaler que pendant cette période des débuts de l'automobile, plusieurs auteurs ont donné ces lettres de noblesse à l'automobile en France. Je pense notamment à Marcel Proust qui, en 1907, dans Le Figaro, disait ceci: cet emplacement, point unique, que l'automobile semble avoir dépouillé du mystère des trains express, elle donne par contre l'impression de le découvrir, de le déterminer nous-mêmes comme avec un compas, de nous aider à se sentir d'une main plus amoureusement exploratrice, avec une plus fine précision, la véritable géométrie, la belle mesure de la Terre. Et dans le même temps, on a d'autres auteurs comme Octave Mirbeau qui écrit en 1907 un récit de voyage en automobile intitulé sobrement l'A628 E8, donc c'est le titre de son livre et c'est le numéro de sa plaque d'immatriculation. Et ainsi, il développe dans son ouvrage un récit de voyage, et je ne peux pas ne pas passer sur certains extraits qui montrent
la politique du déplacement en automobile qui affleure déjà à ce moment-là, malgré les difficultés mécaniques. Vous pouvez le voir dans la lithographie de Toulouse-Lautrec, la manière de conduire, les habits, le manque de pare-brise, d'habitacle, montre la difficulté de ces pionniers, que ce soit pour le vélo ou que ce soit pour l'automobile. Pour l'automobile, effectivement, l'habitacle permet d'avoir un plus grand confort, mais on n'est pas là, on est loin d'être là. Et donc, malgré toutes ces difficultés, malgré les réactions d'anti-automobilisme de la part des populations qui critiquent la vitesse, qui critiquent la poussière soulevée par le véhicule, par la mortalité des enfants, des animaux sur la route, et évidemment les pannes de direction, puisqu'il y a une absence de signalisation, des auteurs développent quand même une poétique du déplacement, et notamment Octave Mirbeau. Alors je vous cite un extrait de la 628 E8. L'automobile a cela d'affolant qu'on n'en sait rien, qu'on ne peut rien en savoir. L'automobile, c'est le caprice, la fantaisie, l'incohérence, l'oubli de tout. On part pour Bordeaux. Et comment? Pourquoi? Le soir, on est à Lille. D'ailleurs, Lille ou Bordeaux, Florence ou Berlin, Budapest ou Madrid, Montpellier ou Pontarlier, qu'est-ce que cela fait? L'automobile, c'est aussi la déformation de la vitesse. Le continuel rebondissement sur soi-même, c'est le vertige. Quand, après une course de 12 heures, on descend de l'auto, on est comme le malade tombé en syncope et qui, lentement, reprend contact avec le monde extérieur. Les objets vous paraissent encore inanimés d'étranges grimaces et de mouvements désordonnés. Ce n'est que peu à peu qu'ils reprennent leur forme, leur place, leur équilibre. Vos oreilles bourdonnent comme envahies par des milliers d'insectes aux élytres sonores. Il semble que vos paupières se lèvent avec effort sur la vie, comme un rideau de théâtre sur la scène qui s'illumine. Que s'est-il donc passé? On n'a que le souvenir, ou plutôt la sensation très vague d'avoir traversé des espaces vides, des blancheurs infinies, où dansaient, se tordaient des multitudes de petites langues de feu. Il faut se secouer, se tâter, taper du pied sur le sol, pour s'apercevoir que votre talon pose sur quelque chose de dur, de solide, et qu'il y a autour de vous, devant vous, des maisons, des boutiques, des gens qui passent, qui parlent, qui s'empressent. On ne se ressaisit bien que le soir, tard après le dîner. Encore vous reste-t-il une sorte d'agitation nerveuse qui décuplera et grossira vos rêves de la nuit. Donc voilà un court extrait qui montre vraiment la conduite et les sensations ressenties par les pionniers automobiles, qui vous montrent qu'on est déjà, nous, en tant que contemporains, à des années-lumière de ressentir ces sensations que l'on a sans doute largement oubliées, même côté de la Formule 1 ou autre. D'autre part, on a au tout début du XXe siècle des essais de vol motorisés qui sont réalisés notamment par les Wright en 1903 aux États-Unis et par Clément Ader dans le même temps en France. Louis Blériot qui effectue la première traversée de la Manche en 1909 et puis des vols transatlantiques comme celui de Charles Lindbergh à bord du Spirit of St. Louis en 1927. Donc on voit que ça va très vite, que les ingénieurs et les pionniers avancent très vite dans leur technique, dans la technologie et dans leur exploration. Et encore une fois, on retrouve des passerelles entre les divers objets techniques. Par exemple, Gabriel Voisin, qui est un ingénieur français qui est né en 1880 et mort en 1973, appartient à la fois au monde de l'automobile et au monde de l'aviation en tant que fabricant d'automobiles de luxe, et il appartient aussi à l'industrie aéronautique. On voit bien qu'il y a des passerelles entre ces différents mondes qui s'influencent et qui se font concurrence. Donc, un dernier exemple, c'est l'essor des voyages en train, où là, comme vous pouvez le voir aussi dans cette reproduction, ce que vous voyez en arrière-plan, c'est le paysage qui défile et qui est linéaire. Tout est annulé et au final, on s'aperçoit que les populations ne regardent pas le paysage. Donc, il y a tout un apprentissage de la manière de se déplacer qui est en train de se mettre en place et qu'on va voir évoluer au fil du temps. Donc, ce que j'ai dit effectivement, c'est que avec l'apparition de ces nouveaux modes de transport, il y a des réactions négatives vis-à-vis de ces modes de transport. C'est notamment le cas pour l'automobile, bien évidemment, on s'en souvient. C'est le cas donc du bruit qu'elle fait, de l'odeur qu'elle produit. C'est notamment les dangers qu'elle cause avec de
à de nombreuses fois dans les sources d'archives, la mort de poules, la mort d'animaux de la basse-cour, et pire encore d'enfants ou d'adultes tués par des chauffards qui ne s'arrêtent pas. Et on a même des mesures drastiques qui sont prises, comme notamment le boycott et des décrets qui sont pris par les municipalités pour interdire l'entrée d'automobiles dans leur municipalité. Alors encore une fois, ces éléments-là sont plutôt anecdotiques. Ils témoignent du début de l'automobile. Il y a des événements similaires qui apparaissent avec le vélo dans différents degrés, mais ils existent et ils montrent les difficultés d'adaptation et les transformations qui apparaissent pour l'ensemble de la société, pas seulement pour une élite qui peut se permettre de s'acheter une voiture et de se déplacer en voiture. Aux États-Unis, c'est aussi le cas, et on a cette idée-là. Je vous ai mis le titre d'un ouvrage qui est en anglais, donc The Devil Wagon in God's Country, donc le wagon du diable dans le pays de Dieu. Donc l'automobile est bien vue comme un objet dangereux, et vous pouvez voir l'état des routes qui est très surfait et qui n'est même pas, les routes ne sont même pas entretenues. Ce sont des routes poussiéreuses et qui, dès qu'il pleut, se transforment en boue, en torrent de boue. Et donc, pour conduire dans ces conditions, c'est compliqué. Et évidemment, il faut être là, à la fois très ingénieux et très riche, parce que des fois, il se trouve que les propriétaires des véhicules ne sont pas les chauffeurs, ils louent les services d'un chauffeur, et donc ce tandem doit affronter les populations, mais aussi les conditions de circulation et les conditions d'état des routes. Donc aux États-Unis vont se développer un mouvement des bonnes routes qui va se charger déjà via le vélo. Il y avait déjà un mouvement des bonnes routes au XIXe siècle et qui se poursuit au XXe siècle pour entretenir les routes, transformer les routes, paver les routes de manière à ce qu'elles soient viables à la fois pour le vélo et ensuite dans la continuité pour l'automobile. Et donc cette remarque on avance un peu dans le temps, d'une fermière dans les années 1920, quand un inspecteur du département d'agriculture lui demande pourquoi elle a acheté une voiture Ford avant de s'équiper en eau courante dans sa maison, elle lui répond parce qu'on ne peut pas aller en ville dans sa baignoire. Donc clairement, il y a un besoin de mobilité de la part des populations, pas seulement les populations urbaines comme on aurait tendance à le croire, en faisant cette caricature en disant la ville est moderne et le monde rural est traditionnel et antimoderniste. Ce n'est pas le cas. Le monde rural est aussi, souhaite aussi avoir des véhicules comme le vélo ou l'automobile, et ils en voient très rapidement l'intérêt pour leur déplacement, pour aller à la ville ou pour tout simplement se déplacer d'un lieu à un autre. Donc, dans l'avancement de la chose, on voit que l'automobile et les vélos se démocratisent. Toutefois, ce ne sera pas fait avant la fin de la Première Guerre mondiale. Et avec ceci, c'est souvent une expression que l'on voit apparaître dans les littératures, c'est que c'est par la guerre que l'automobile fait ses classes. C'est par la Première Guerre mondiale que l'automobile fait ses classes. Je pense notamment donc à des événements que l'on connaît un peu tous, qui sont les taxis de la Marne en 1914, où l'on réquisitionne des taxis parisiens pour alimenter le front et la bataille de la Marne. Je pense aussi donc aux camions de la voie sacrée qui relient Bar-le-Duc et Verdun lors de la bataille de Verdun. Et enfin, il y a aussi le recours à des pelotons à bicyclette dans l'infanterie, dans les renseignements, dans les soins médicaux. Et donc, on voit bien que les moyens de transport sont mobilisés pour l'effort de guerre, comme c'est le cas de l'ensemble de la société. Et un élément que j'ai tenu à mettre en évidence, qui est en haut à droite, c'est le cas, par exemple, des camions bazar qui sont mobilisés, qui sont finalement un des ancêtres ou
parallèle des camions épiciers qui vont alimenter l'arrière de la guerre par de l'alimentation, des produits de première nécessité et dont les soldats vont pouvoir s'emparer pour pouvoir éventuellement se nourrir, se recharger en eau, par exemple, ou en produits. Et donc, les camions bazar sont un des éléments qui transparaît peu encore dans les recherches et dans les mentalités, mais qui permet justement cette liaison entre l'arrière et le front. Donc, avec ceci, après la Première Guerre mondiale, on a un début de démocratisation des modes de transport, notamment la population féminine qui s'émancipe. Ce sont d'abord les femmes bourgeoises et les veuves qui changent lentement les codes vestimentaires. Je pense notamment à l'essor de la jupe-culotte pour pédaler. Ce sera pareil pour l'automobile qui va changer des modes vestimentaires. Et donc, on a bien un lien entre l'automobile, objet technique, qui est en train de modifier l'ensemble de la société, y compris la mode, y compris les vêtements, y compris les pratiques de mobilité. Et par exemple, Sarah Bernard, visionnaire et avec une posture mitigée dès 1896, s'exprimait ainsi pour la bicyclette. Je crois que la bicyclette est en train de transformer nos mœurs plus profondément qu'on ne semble en général s'en douter. Toutes ces jeunes femmes, toutes ces jeunes filles qui s'en vont, dévorant l'espace, renoncent pour une part notable à la vie intérieure, à la vie de famille. La considération modale doit l'emporter et j'estime que cette vie au dehors, dont la bicyclette multiplie les occasions, peut avoir des conséquences dangereuses et très graves. Donc, elle met en avant l'idée que l'usage de la bicyclette éloigne la femme et les jeunes filles du foyer, de la cuisine, etc. Et ce seront les mêmes arguments qui seront employés à la fois par des hommes et par des femmes pour limiter l'accès à l'automobile pour la population féminine. Je pense notamment, dans des années plus tard, aux belles-mères qui verront d'un mauvais œil, par exemple, le fait que la femme de leur mari puisse conduire une automobile. Donc, ces éléments-là, soit dit en passant, témoignent aussi de cette tension qui se fait jour au sein de la vie de famille. Et d'autre part, on a un essor donc, des déplacements qui continuent à explorer l'espace et à essayer de conquérir cet espace. C'est notamment le cas avec ces différentes croisières Citroën, initiées dans les années 20-30. Je pense notamment donc, à la croisière jaune en 1931-1932, la croisière noire en 1924-25, et aussi une croisière qu'on oublie un peu, c'est la croisière blanche dans l'Ouest canadien en 1932. Et donc, ces éléments-là montrent qu'il y a une volonté d'explorer, de cartographier les territoires, de rencontrer des populations dans un contexte colonial en partie, il ne faut pas l'oublier, mais il y a aussi au sein de ces explorateurs, de ces expéditions, des ethnologues, des anthropologues qui vont cartographier les sociétés, qui vont noter, qui vont filmer, qui vont photographier, et donc qui vont ramener des connaissances des sociétés de différents pays. Et pour cela, on voit bien qu'il y a une tentative de combler en fait les blancs sur les cartes, et pas seulement d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue culturel, social notamment. Cette démocratisation des mobilités, elle se fait aussi par donc des associations, je l'ai dit, notamment l'Automobile Club de France, qui va, par exemple, initier des concours de véhicules industriels et de fourgons. C'est aussi l'essor pour le train des différentes classes, la troisième classe, la seconde classe, première classe, qui va permettre à des populations de pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre. C'est évidemment le PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée, avec la route des Alpes, et c'est les débuts de la mécanisation et de la motorisation agricole, où justement les champs vont pouvoir être transformés par
la mécanisation agricole avec l'essor des tracteurs et des motoculteurs. Et à ce moment-là, on voit bien que ce n'est pas seulement la route qui est transformée, ce n'est pas seulement les villes qui sont transformées, c'est aussi les campagnes et les exploitations agricoles et les champs agricoles. Donc, ça se passe par une multitude de véhicules. Alors, je pense notamment au système automobile où on a tendance à montrer qu'il est uniforme et on pense souvent uniquement à la voiture individuelle, mais il y a tout un éventail de mobilité dans ce que j'appelle le système automobile. C'est le camion du boucher, c'est la camionnette de l'épicier, c'est le tracteur, c'est le poids lourd, c'est la motocyclette, etc. Et donc, toutes ces mobilités motorisées vont alimenter l'espace rural plus largement que dans l'espace urbain. Et en ce sens-là, je trouve qu'il y a une richesse de l'espace rural par rapport à l'espace urbain qui a beaucoup plus de complexité quand il s'agit de regarder le système automobile que l'espace urbain qui, lui, est déjà assez complexe avec différents types de transports que sont le bus, le tramway, le métro, notamment. Et donc, d'autres éléments qui montrent cette diversité, c'est la citation de l'historien français Marc Bloch en 1932, qui, au moment justement où la population urbaine dépasse en quantité la population rurale en France, donc on voit bien qu'il y a un moment de bascule où la population urbaine dépasse la population rurale, et qui pose la question en disant, je cite, « N'est-ce pas tout autant, et davantage peut-être, la modeste camionnette du fournisseur, boucher, boulanger, etc., ou du marchand de bestiaux qui est en train de bouleverser lentement mais sûrement la vie des campagnes. » Donc on voit là les campagnes bouleversées par ces mobilités en pointillés, je dirais, et c'est très important de voir que dès les années 20-30 et ensuite, les espaces ruraux sont déjà en lien avec la modernité que représente le système automobile. En avançant durant l'entre-deux-guerres, on voit aussi qu'il y a une volonté de croiser les mobilités avec la question identitaire. C'est notamment le cas de mes recherches que j'ai pu mener au Québec qui montrent que, par exemple, le ministère de la Voirie en 1927 publie un guide à destination des touristes français et nord-américains, francophones et nord-américains, sur la bonne cuisine canadienne pour justement vanter l'identité canadienne, l'identité canadienne-française, à travers une alimentation qui va mettre en valeur les terroirs, les produits locaux du Québec notamment. Et en ce sens, il y a un lien direct entre le développement du tourisme, le développement des terroirs, des patrimoines et de l'alimentation. Voilà pour ça. Enfin, les deux derniers éléments que j'ai mis qui sont un peu plus tardifs, dans les années 1950, c'est l'apparition du conteneur, qui est donc une boîte de dimension standard et qui va participer à l'uniformisation des déplacements de marchandises. Et donc, on va entrer de plein pied dans la mondialisation avec les porte-conteneurs et cette question-là des déplacements de marchandises à l'échelle du globe. Enfin, évidemment, le transport ferroviaire évidemment accentue ces divers objectifs avec des trains touristiques, des trains de marchandises et des trains de voyageurs qui vont de plus en plus développer leur fréquence. Le réseau ferroviaire routier, le réseau ferroviaire étant particulièrement développé en France. Un dernier élément, c'est par exemple mobilité, c'est la mobilité de la poste rurale qui va, elle, servir de point d'appui pour lier la ville ou les villes aux campagnes. C'est la mise en place de la poste automobile rurale qui va être destinée justement à apporter des marchandises, des lettres, des produits aux espaces les plus périphériques. Ce faisant, avec cet essor des circuits automobiles de poste automobile rurale, on a lentement une disparition du cheval dans
en France. Dans les villes, c'est particulièrement visible dès la fin des années 1930. À la campagne, il faudra attendre la fin des années 1950-1960 pour voir la disparition complète du cheval du fait de la concurrence à la fois du système automobile, donc de l'automobile, du poids lourd, mais aussi évidemment du tracteur dans les années 50-60, après la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall qui va pouvoir amener des tracteurs américains dans les campagnes françaises. Donc le cheval va disparaître et être relégué dans d'autres sphères, la sphère des loisirs, et une autre sphère qui était déjà présente depuis plusieurs décennies, c'est la question de l'hypophagie et des boucheries chevaliers. Minoritaires, certes, mais qui existent encore aujourd'hui. Donc, pour cette première partie, c'est à peu près ce paysage-là que je voulais développer. Maintenant, ce que je souhaiterais évoquer, c'est la face obscure des transports et cette prise de conscience qui était déjà présente éventuellement par point dans les années d'après Seconde Guerre mondiale. C'est la question de ce qui plombe les mobilités. Dès les années 1960, on a un début de remise en question de certains modes de transport, une prise de conscience de l'environnement et de la crise énergétique. On pense tous en France à mai 68, où effectivement on a une remise en question de l'automobile. On a dans le même temps un essor du vélo particulièrement prononcé, c'est le cas en Suède, en France un peu aussi. Et on est dans ce contexte-là où on a des rapports de scientifiques qui évoquent cette idée de la remise en question de la civilisation du pétrole avec les chocs pétroliers de 1973 et 1979 qui mettent en avant la question de cette croissance continue qui n'est peut-être plus possible de pouvoir continuer, notamment donc avec le Club de Rome, qui souhaite essayer d'égaliser, d'avoir une posture d'équité vis-à-vis de l'ensemble des pays, vis-à-vis des déplacements, vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis du développement économique. Donc, cette question de la remise en cause de la société, de la civilisation du pétrole apparaît très clairement. Et ces éléments-là voient donc une restriction des déplacements assez notable et donc potentiellement des modes de transport qui sont remis en question ou qui finalement ne peuvent plus se développer comme il avait envisagé comme il avait été envisagé par les acteurs qui les soutenaient. Je pense notamment à des différents modes que sont effectivement la voiture, évidemment, qui utilise beaucoup de pétrole, et on se pose la question, évidemment, pour ce qui est de la voiture, de la sécurité routière, qui est très importante dans les années 50, 60, 70 et suivantes. Et on a aujourd'hui effectivement une tendance à ne plus pouvoir supporter la mortalité routière à juste titre, même si l'on fait une étude, on s'aperçoit que la mortalité routière ne cesse de baisser depuis plusieurs décennies. D'autre part, se pose la question aussi donc, de différents modes de transport, que sont l'avion, de plus en plus depuis les années 70, mais même avant, sur les bienfaits de l'avion, sur l'environnement. C'est la même chose pour, de nos jours, les navires de croisière, croisière en Méditerranée, croisière dans le Golfe du Mexique, qui sont très pollueurs et qui, je montrerai un peu plus loin, sont à la fois dangereux pour l'environnement, mais aussi pour les sociétés. Et enfin, il y a aussi la question des risques, puisqu'on a parlé du risque automobile, il y a aussi les risques d'accident d'avion. Évidemment, on a vu ces choses-là de manière très tragique à de nombreuses reprises. Le 11 septembre 2001 vient en tête, mais il y a d'autres accidents dont j'évoquerai. Et pour le cas, les accidents de porte-conteneurs qui vont grandement polluer les mers et les océans
et évidemment la question des pétroliers qui vont poser problème pour l'environnement, pour les plages, pour les côtes, etc. Donc d'autres propositions, évidemment, c'est pour lutter contre ces aspects négatifs. Il y a actuellement un projet depuis plusieurs années de développement des routes de la soie depuis la Chine jusqu'en Europe. Donc ça fait écho à une des premières diapositives que j'ai mises sur la conférence de Shanghai qui devrait aborder ces questions-là, évidemment, la conférence de l'Association de Transport, Traffic and Mobility, donc en octobre 2020, qui abordera effectivement la question des routes de Shanghai et de ces nouvelles opportunités qu'il faut questionner sur ces déplacements continentaux, et donc qui vont se faire soit par train, soit par route, et donc il faut se poser la question éventuellement des pollutions, et par rapport au transport maritime qui est jusqu'à présent le transport le plus rapide et surtout le moins cher. Voilà. D'autre part, évidemment, donc on a la question de ces pays en développement, que sont les pays asiatiques ou les pays d'Afrique, qui sont en demande de mobilité, mais qui posent aussi des questions environnementales, écologiques, à Shanghai, à Pékin, à New Delhi, parmi tant d'autres villes, où se posent des problèmes de congestion, des problèmes de pollution, et à la fois pollution sonore et pollution aérienne. Donc, je reviens à la question des pratiques touristiques que l'on va connaître bientôt puisque les vacances d'été arrivent. Et effectivement, elles aussi sont peuvent être chargées d'une connotation négative. C'est notamment le cas de ces croisières en Méditerranée qui vont menacer le patrimoine. Et là, vous avez un exemple de Venise où ces gigantesques paquebots de croisière mettent en danger la lagune, notamment, mais je pense aussi à d'autres sites, que ce soit le Mont-Saint-Michel ou d'autres. Plus il y a des modes de transport qui permettent de se rendre dans des lieux touristiques ou patrimoniaux, plus les dangers se feront sentir. L'exemple typique que je connais plus près, c'est la question actuelle de Fontainebleau, dont on reviendra, avec la forêt de Fontainebleau, où l'Office de tourisme, ou du moins l'Office national des forêts, est toujours dans cette ambivalence en disant j'aimerais développer la forêt de Fontainebleau pour les touristes et les visiteurs, mais en même temps, si on la développe trop, on est dans cette tension-là et on risque de mettre en danger cette forêt qui devrait être inscrite prochainement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est pareil donc pour d'autres sites. Plus l'accès est permis, plus les populations sont en capacité de venir. Et effectivement, les derniers éléments, je dirais, à la mode des touristes, c'est d'aller dans des espaces les plus reculés. Je pense notamment à l'Arctique et l'Antarctique. Et la question c'est de leur faire profiter de cet espace qui est en train de changer drastiquement et donc de pouvoir accéder à ces environnements pour les happy few, pour les peu nombreux, qui peuvent se permettre les croisières, d'aller voir un espace qui, peut-être dans 10, 15, 20 ans, ne sera plus du tout le même qu'on connaît. Donc d'assister à la mort d'un espace, à la mort d'un territoire, pour un autre territoire qui sera au paysage complètement différent. Donc voilà. Ces éléments qui mettent en avant la question des échecs, tout simplement, ou des potentiels échecs. C'est notamment le cas de l'aérotrain, donc une invention française de l'ingénieur Jean Bertin dans les années 50 jusqu'à 70. Et donc, ce véhicule qui se déplace sur un coussin d'air et qui nécessite son site propre n'a pas été dupliqué, n'a pas été développé parce qu'il coûtait trop cher et qu'il était sensiblement trop compliqué à mettre en place, dépendamment du public visé. C'est la même chose pour l'aérotrain, le Concorde, donc cet avion de ligne supersonique
qui apparaît dans les années, fin des années 1960 et qui disparaît dans les années 2000, dû à des problèmes de consommation de carburant. Donc, on retrouve cette idée que le coût du carburant est cher et du fait d'un accident en juillet 2000. Donc, le Concorde pose la question, est-ce qu'on atteint un plafond de verre dans la vitesse de déplacement? Quel est le besoin de relier Paris à New York en 2 heures? Pour qui est ce besoin? Et là, il faut réfléchir parce que des personnes comme Elon Musk notamment proposent des projets qui sortent de l'ordinaire pour être politiquement correct. Mais la question, c'est pour qui sont-ils? Quel est le besoin de se déplacer de Shanghai à Los Angeles en 30 minutes? Pour qui est ce besoin et est-ce vraiment nécessaire? Donc, ce sont des interrogations, mais déjà, on a des exemples concrets historiques que sont l'aérotrain ou le Concorde qui mettent en avant que l'on a atteint une certaine limite de vitesse et que, arrivé à un seuil, et là, ce sont des travaux de l'économiste Yves Crozet, qui montrent que ce n'est plus rentable, ce n'est plus utile et ce n'est plus pertinent. Et donc, cette question-là se pose, même si, pour le cas de l'aérotrain, il y a une entreprise Space Train qui est en train d'essayer de ramener à la vie l'aérotrain, même si pour l'instant, ça n'a pas encore marché. Malgré tout, on a quand même des notamment la naissance du tramway dans les années 1980-1990, qui avait décliné dans les années 30 dans les villes, 30-40, et qui avait été remplacé par les autobus qui étaient plus rapides, plus efficaces, moins chers, puisqu'il ne fallait pas mettre des rails, ils n'étaient pas en site propre, et donc ils pouvaient facilement s'insérer dans le tissu urbain. Et là, on a ce renouveau des tramways qui apparaît dans l'espace urbain pour répondre à la fois à la saturation des voies dans l'espace urbain, pour lutter aussi contre l'automobile, et puis aussi, enfin, pour répondre à cette demande de développement durable, de conscience environnementale, soutenue par les citadins, qui permet, et on le voit notamment pour les villes là, comme Nantes ou comme Lyon, où ça requalifie l'espace urbain, ça lui amène une touche de modernité dont les villes se parent, en faisant du marketing sur le fait que le tramway est un signe de modernité, alors que dans les années 30, 40, on s'aperçoit que le tramway n'est pas assimilé à un symbole de modernité, mais plutôt l'autobus. Donc, on a ce renouveau des tramways et c'est le cas en Europe, évidemment, et en Amérique du Nord, où les tramways sont en train d'être développés. Je pense notamment à Québec, où après une dizaine d'années de tergiversation, un projet est en train de voir le jour pour mettre un tramway à Québec, qui en avait déjà eu un, et donc qui était capable de pouvoir être utilisé pendant des conditions hivernales de moins 40 avec beaucoup de neige, et qui devrait être encore le cas aujourd'hui. Donc, on a cette idée qu'il y a une approche systémique des déplacements, où l'on repense les déplacements dans l'ensemble du spectre depuis leur construction technologique jusqu'à leur utilisation. Et c'est le cas de Ivan Illich dans son texte qui ramène finalement l'automobile à simplement un véhicule qui parcourt du 6 km/h en ville, donc qui n'est pas aussi rapide qu'un vélo, mais qui coûte très cher finalement pour le peu de temps qui permet de se déplacer. Donc on a bien là une contestation de l'automobile, mais plus largement, ce qui me semble le plus important, c'est cet aspect, cet horizon de penser l'automobile pas en tant que véhicule industriel, mais bien en termes de système, pour comprendre quelle est l'importance dans nos sociétés. Enfin, plus contemporain de nous, je ne manque pas d'évoquer cette idée-là que la vie est faite de trajets, notamment dans certains espaces, et pas seulement à la ville, mais dans l'espace rural, et que chaque plaisir est nécessaire
est pensé en termes de carburant et que les souvenirs sont plutôt géographiques. Donc, c'est cet ouvrage de Nicolas Mathieu, prix Goncourt de 2018, qui rappelle que dans certains espaces, les déplacements sont l'essence même de la vie et qu'en ville, on peut accéder à une multitude de services. Dans les espaces ruraux, c'est un peu plus compliqué pour aller au cinéma, pour aller au supermarché, pour aller faire ses loisirs, etc. Et donc, cette idée-là qu'il y a une différence dans la manière de gérer les déplacements en ville et à la campagne. Quel avenir enfin? Donc là, je serai plus bref. C'est plusieurs pistes de recherche. Donc, d'une part, évidemment, la question du véhicule et de la voiture autonome qui pose question. Le Covid et la Covid-19 ayant fait beaucoup d'impacts négatifs, on se pose toujours la question de quand est-ce que l'on verra un véhicule autonome à 100% autonome. Les annonces étaient 2050, mais les ingénieurs s'aperçoivent qu'ils ont été trop gourmands et donc ce sera probablement repoussé plus loin. Quoi qu'il en soit, la question qu'il y a derrière les véhicules autonomes, et j'emploie le mot véhicule autonome parce que voiture, il n'y a pas que des voitures autonomes, il y a aussi des véhicules autonomes. Et donc, pour ces véhicules autonomes, la question est quel est le besoin, où est-ce que le besoin se fait sentir. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit en ville qu'il y ait besoin de véhicules autonomes. Est-ce qu'on a besoin d'un bus autonome en ville? Je n'en suis pas convaincu. Par contre, dans les espaces périphériques en banlieue et dans le monde rural, sans aucun doute, de manière à fortifier les liaisons et à essayer de diminuer la place de l'automobile et de l'autosolisme, c'est-à-dire le fait de se déplacer tout seul dans sa voiture. Là, ça me semble plus pertinent. Sans doute sur les grandes artères autoroutières, oui. À l'intérieur d'une ville, je ne suis pas convaincu. Je laisse ça à l'audience pour des questions. Ce qui se met en place aussi et qui se développe massivement depuis les années 70-80, c'est aussi la question des vélos en libre service, qu'il s'agisse de vélos avec des bornes ou sans bornes, tout simplement, qui là encore interroge le spécialiste des mobilités, dans la mesure où il est intéressant de voir la carte, d'une part, des stations de vélos en libre service, et ensuite, est-ce que c'est possible de mettre tout le monde sur un vélo et d'abandonner la voiture en ville et ailleurs? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour une ville comme Paris, les transports en commun que sont le RER et les métros font largement plus de déplacements que toutes les stations de vélo en libre service. Donc à ce moment-là, je ne pense pas que la solution, comme c'est évoqué, doit être une solution modale, mais plurimodale, c'est-à-dire le vélo seul ne résout rien, mais il faut penser en termes de système de mobilité et donc développer l'ensemble des mobilités, vélo, auto, transport en commun, etc. Enfin, un des éléments que je n'ai pas évoqué, c'est la question de la patrimonialisation, dont on a plusieurs exemples. La route 66 est un élément du patrimoine qui permet d'allier tourisme, mobilité et connaissance du territoire. C'est aussi le cas pour la Nationale 7 ou pour les routes des vins notamment. On a aussi l'essor de musées des transports, la Cité du Train, le musée maritime de La Rochelle et d'autres. Et puis on a le cas d'expositions d'objets, comme c'est le cas au château de Compiègne avec ce concept car. Mais d'autres éléments montrent que les transports peuvent être source d'apport culturel et pas seulement d'apport de déplacement, et qu'il y a toute une histoire et toute une richesse à la fois aux objets, mais aussi à l'immatériel, c'est-à-dire aux livres, à l'expérience, aux sensations qui sont palpables et qui existent et qu'il faut valoriser et ne pas oublier. À titre d'exemple, on a effectivement le mondial de l'automobile qui est cette grande messe que certaines personnes aiment, où l'on voit effectivement des véhicules, mais il n'y a pas seulement
que les véhicules. Je me souviens notamment de la publicité de la Renault de Twingo qui disait « à vous d'inventer la vie qui va avec ». Et donc, c'est pas seulement un objet industriel, c'est aussi tout un espace de vie, toute une manière de penser qui se développe avec les transports. Donc la Nationale 7, évidemment, de Charles Trenet, et d'autre part, donc, cette volonté de protéger le patrimoine automobile. Et on peut revenir encore une fois là aux propositions qu'a fait la Commission citoyenne pour le climat, qui propose éventuellement d'interdire la circulation des véhicules les plus anciens, historiques et patrimoniaux, sous prétexte de leur effet néfaste de pollution. C'est une question, à mon avis, très ponctuelle, parce que, à ma connaissance, je ne vois pas beaucoup de vieilles voitures circuler sur les routes aujourd'hui. Elles ne circulent que dans des cadres récréatifs, à ma connaissance. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut protéger ce patrimoine. Et à titre d'exemple, la France, et donc Paris notamment, a vu naître l'automobile. Je vous ai cité le fait que l'Automobile Club de France est le premier automobile club au monde. Et donc, la région parisienne n'a pas, pour l'instant, de musée de l'automobile. Et donc, c'est une proposition qui est en train d'émerger, une cité de l'automobilisme et des mobilités. C'est ce que je vous ai mis en bas à droite, en région parisienne. Et donc, cet élément-là mettrait en valeur pas seulement l'automobile individuelle, mais bien tout ce que j'ai pu évoquer, à la fois la culture, les transformations sociétales, économiques et politiques, à la fois sur l'automobile et sur les mobilités, c'est-à-dire l'ensemble des modes de transport. Deux derniers éléments pour terminer. C'est l'étude que je mène actuellement sur la gare de Fontainebleau. Et donc là, je me penche un peu plus sur ce que peut faire la SNCF en particulier. Et c'est cette question qui est de réfléchir à l'avenir proche en développant la ville durable. Donc l'idée, c'est de dire que la SNCF possède un patrimoine foncier très important, a priori le deuxième en France après l'État, et donc qu'elle a d'importantes richesses mobilières et immobilières et qui ne sont pas ou peu exploitées. C'est le cas de la gare de Fontainebleau. Et l'idée, c'est de transformer ce lieu stratégique et géographique que chaque personne connaît, notamment quand il habite dans une ville. On sait situer une gare à l'identique que l'on sait où se situe le clocher de l'église. Et donc, dans ce cas-là, parfois, il se trouve que la gare fait partie du patrimoine, au sens de patrimoine matériel. Et la question est, voilà, c'est compliqué de détruire une gare si elle est inutilisée. Même lorsqu'elle est inutilisée, les populations et les élus sont contre la destruction d'une gare parce que ça a une visibilité. Et donc, la politique de la SNCF depuis plusieurs années, c'est de transformer ces gares en lieu de vie, ce qui s'appelle en city booster. Alors, c'est le cas actuellement pour certaines grandes gares que vous connaissez peut-être, que sont les gares intramuros parisiennes, la gare de Lyon, différentes activités qui ne relèvent pas de la SNCF. Je pense à des commerces, à des centres de sport, à des bars, etc., à des centres culturels éventuellement. Et donc, l'idée, c'est d'élargir ces activités-là à l'ensemble des gares là où cela semble être pertinent. Donc, l'étude que je suis en train de mener, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire sur la gare de Fontainebleau. Parce que voilà, le résultat de l'enquête du laboratoire de recherche du CEREMA, c'était on a affaire à une gare ordinaire dans un territoire extraordinaire avec à la fois la forêt de Fontainebleau à proximité, c'est-à-dire à moins de 5 minutes à pied, et le château de Fontainebleau à moins de 10 minutes à pied. Et donc, dans ces cas-là, comment on fait pour transformer cette gare pour qu'elle devienne extraordinaire? On a essayé, enfin, la SNCF et les acteurs locaux ont essayé d'implanter diverses activités, une conciergerie, d'essayer de travailler sur l'isolation du bâtiment,
l'essor de panneaux solaires pour que la gare devienne autonome d'un point de vue énergétique, et évidemment la possibilité pour les populations vivant à proximité d'avoir la possibilité d'utiliser des modes doux que sont les vélos en libre service. Le château souhaiterait par exemple mettre des calèches ou un train électrique de manière à venir chercher les gens à la gare pour les amener au château de Fontainebleau. Donc, alors, on voit bien que la gare fait partie d'un enjeu géostratégique très important parce qu'il polarise l'espace. C'est en fait ce qui m'a été dit à plusieurs reprises lors des entretiens, c'est une porte d'entrée sur le territoire. Et là, on le voit bien avec les deux images que sont la forêt et le château. C'est par la gare que vous avez un premier pied dans l'espace du Gâtinais avec la forêt et le château. Et dès cette arrivée en gare, il faut que ce soit mis en scène que vous êtes dans un territoire extraordinaire avec des richesses, avec Barbizon qui est pas loin pour l'aspect culturel et les peintres qui ont pu y aller au 19e, 20e siècle, etc. Les villages de charme en partie, la Seine, etc., etc. Donc la gare et la SNCF est bien consciente de cela. Et donc elle développe une expertise qui n'est plus celle de transporter des voyageurs, mais qui est celle de mettre en valeur, de patrimonialiser le territoire et les richesses qui sont autour. Donc on n'est plus là sur le service habituel de la SNCF qui est de déplacer les gens, mais bien valoriser un territoire par l'intermédiaire de ces gares. Donc ça passe par des startups qu'elles peuvent pouvoir mobiliser pour des trajets pédestres ou cyclistes. Je vous ai mis d'autres éléments. Donc là, vous avez des exemples de signalétique depuis la gare, donc avec la signalétique qui annonce par différents moyens de locomotion, le bus, le vélo ou à pied, combien de temps il vous faut pour aller jusqu'au château, à la forêt ou au centre-ville. Et cette signalétique-là est particulièrement importante. C'est un marketing, évidemment, mais ça permet d'éviter les ruptures de charge. Et donc, une fois que vous êtes descendu du train, vous savez où vous devez aller. Et effectivement, c'est important pour l'office du tourisme, pour le château, pour les acteurs locaux, de pouvoir mettre en avant leur richesse dès la gare. Donc la SNCF s'élargit et propose différentes activités. Donc c'est le cas de commerce, de boulangerie. C'est aussi le cas de micro-crèches pour différents types de publics. Donc on transforme les gares où on prend du foncier à proximité de la gare et on y met une crèche parce qu'en région parisienne, notamment, là je parle beaucoup de la région parisienne, les études ont montré qu'il y a un déficit d'infrastructures de micro-crèches. Et donc la SNCF se positionne là-dessus via la région parisienne qui offre un financement pour pouvoir développer ces micro-crèches, puisque ça permet d'amener un circuit plus facile à ses usagers. Le père de famille dépose son enfant, prend son train, va à son travail, revient, prend son enfant et retourne chez lui. Et de la même manière, une réflexion est aussi menée à terme sur le fait de mettre des activités sportives dans ou à proximité des gares. Et donc, vous avez soit des sentiers de randonnée qui sont localisés via des applications en lien avec la SNCF, donc HelloWays en fait partie, ou bien des salles de sport, parce que, encore une fois, en région parisienne, mais c'est développé ailleurs aussi et plus largement en France, on s'aperçoit qu'il y a un manque d'infrastructures et plutôt que d'avoir à étendre et aller chercher loin de l'espace pour construire une salle de sport, on va mobiliser un terrain à proximité de la gare et quelques études ont montré que, par exemple, pour certaines populations, je pense notamment aux femmes, en région parisienne, une fois qu'elles sont rentrées chez elles après leur journée de travail, elles n'ont pas tendance à ressortir, alors que si la SNCF arrive à les capter sur le chemin, sur le trajet de leur retour à la maison, elles pourront s'arrêter à la gare, faire leur activité sportive et ensuite continuer sur le trajet et rentrer chez elles. Non pas avoir à prendre la voiture ou refaire plusieurs kilomètres pour aller faire des activités sportives. Donc on voit bien que la SNCF n'est plus dans son précaré de déplacement, mais elle est bien dans un système économique, culturel, social qui vise à valoriser un ensemble de produits à destination à la fois des usagers des gares, donc des
population qui se déplace, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour une certaine part, on a le cas de la mise en place de tiers-lieux et donc de micro-working qui vont être soit à destination de tout le monde, c'est ce que vous avez quand vous allez dans des gares et que vous avez accès à Internet et à une prise électrique, mais vous avez aussi certaines compagnies qui louent des espaces au sein de la SNCF pour leurs employés et qui vont travailler dans ces espaces plutôt que d'avoir à se déplacer, faire des longues distances pour simplement utiliser, avoir un espace de travail. Voilà. Dernière chose, c'est la question de réfléchir à l'avenir et évidemment, les journées mondiales sans voiture sont un des éléments qui fait grand bruit et c'est le cas effectivement, ça a été le cas pour la période de post-Covid où beaucoup d'études sont en train d'être menées pour réfléchir est-ce que la voiture va se redévelopper en contexte de Covid du fait des potentielles menaces sanitaires. Et donc, se déplacer en voiture reviendrait, enfin, il a toujours été, mais reviendrait en force parce que c'est plus facile et plus sécuritaire que d'être dans des transports en commun où on peut effectivement être susceptible d'attraper la Covid-19. Et donc, des études sont en train d'être mises en place pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a un changement dans les mentalités, dans les pratiques des populations, notamment à Lyon, où une étude est en train d'être menée. La question était, avant la Covid-19, c'était la question effectivement d'essayer, depuis plusieurs années, de réfléchir à supprimer la voiture des centres-villes. C'est le cas dans certaines parties de ville. C'est le cas à Pontevedra, notamment. Même si il faut faire attention à ces effets de manchette, c'est-à-dire que dans le centre-ville même, il n'y a pas effectivement de voitures, même si vous allez voir des voitures de livraison, des camionnettes, etc., des véhicules d'urgence qui vont fonctionner, donc il y aura quand même des voitures, certes, mais la majorité sera enlevée par une volonté de travailler sur le stationnement et de mettre des stationnements en périphérie ou en tout-terrain de manière à évacuer la voiture des centres-villes et de piétoniser les centres-villes historiques. C'est ce que veut faire notamment Anne Hidalgo à Paris. Mais ces éléments-là posent question. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons ou que ce soit, je ne pense pas, mais ils posent question dans la mesure où on s'aperçoit déjà par des recherches que ce n'est pas en centre-ville que les voitures posent problème, mais plutôt à leur périphérie. Et certains qui habitent en périphérie de grandes villes le voient bien quand ils doivent aller travailler à la ville. Les migrations pendulaires montrent bien qu'il y a des embouteillages sur les périphériques, non pas nécessairement en centre-ville. Donc, il y a déjà un travail qui est fait là depuis plusieurs années. Et d'autre part, il faut savoir que la ville que l'on va pouvoir connaître dans 30 ans, elle est déjà construite à 80%. Et sur cette ville que vous imaginez dans 30 ans, qui est déjà là à 80%, elle est bâtie à 80% sur l'automobile. Donc, la réflexion, il faut qu'elle aille sur, non pas une suppression violente de l'automobile, mais plutôt sur une optimisation de l'automobile et des différents types de transports en commun, de manière à effectuer une transition vers des modes alternatifs qui se fassent sur une longue période et non pas sur un épisode radical qui, de toute façon, sera difficile à mettre en place et difficile à réaliser. Voilà. Et donc, cet élément-là pose question effectivement en centre-ville. Moi, je pose la question, si on déplace le regard, qu'est-ce qui se passe en périphérie, dans les pavillons, dans les lotissements est-ce qu'on est capable d'enlever l'automobile? Je ne suis pas sûr, et je ne suis pas sûr que ce soit un désir des politiques. Donc, est-ce que c'est une question de marketing, de visibilité? Est-ce que Anne Hidalgo, quand elle dit « je veux supprimer la voiture des rives de la Seine », est-ce que c'est pour la population parisienne? Est-ce que c'est pour les touristes? Pour qui est-ce que c'est? Et où est-ce que va ce flux d'automobiles? Il
faut se méfier de donc, cet effet rebond. Où est-ce que vont les anciens automobilistes? Est-ce qu'une fois qu'on a fermé une route, ils abandonnent ce trajet-là, ou bien est-ce qu'ils en trouvent un autre pour aller ailleurs? Et donc à ce moment-là, la pollution, la congestion est déplacée ailleurs, mais pas à un lieu visible comme les rives de Seine. Mais un des problèmes qui se pose encore effectivement, c'est la question du tout-voiture dans l'espace rural. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est capable, politique comme chercheur, de pouvoir résoudre ce problème du tout-voiture qui peut exister, qui existe dans certaines parties des périphériques, banlieue ou bien espace rural, et comment on est capable de pouvoir proposer aux citoyens des alternatives viables pour leur déplacement. Est-ce que ça se fera par du transport à la demande? Est-ce que ce sera par du transport en véhicule autonome? Est-ce qu'on est capable de développer le vélo dans l'espace rural, et est-ce que les gens seront en capacité de pouvoir se déplacer? Mais ça sous-entend, encore une fois, à la fois pour le véhicule autonome ou pour le vélo, qu'il faut qu'il y ait une infrastructure. Je vous laisse le soin de penser à des routes de campagne ou à des routes de montagne. Parfois, il n'y a pas la possibilité d'avoir un accotement pour les cyclistes, ou même d'avoir une voie pour que deux véhicules se rencontrent sur une même route. Donc, comment ça va se passer concrètement? C'est encore en débat, et il y a une étude qui est en train d'être mise en place en Dromardèche sur comment les politiques et les populations sont en capacité ou tentent d'innover pour proposer des alternatives à la voiture pour un futur avenir. Et donc, il y a effectivement de nouvelles pratiques de covoiturage, de copartage qui sont mises en place, mais encore une fois, et là c'est l'historien qui parle, le poids des mentalités est assez important, et donc ça prend du temps pour changer les pratiques des gens, et à ce moment-là, il faut donc pas mal d'éléments, du soutien logistique, le numérique, et encore une fois, il faut aussi effectivement signaler que dans certains territoires ruraux, la fibre n'est pas là et loin d'être là. Donc, comment les populations peuvent être mobiles si elles n'ont pas accès ou difficile accès à Internet, et donc utiliser le smartphone pour pouvoir se connecter à du transport à la demande, etc. etc. Donc voilà, ça, ce sont les derniers éléments. Donc en conclusion de cette présentation, il faut réfléchir donc à les mobilités actuelles, et un des éléments, c'est la phrase que je reprends souvent de Yves Cochet et de Jean-Marc Jancovici, qui est nous irons demain moins vite, moins souvent, moins loin et pour plus cher. Et donc, à partir de là, il faut réfléchir à d'autres manières de se déplacer qui peuvent être à la fois diverses. Il ne s'agit pas de penser qu'on est un automobiliste et on le reste toute sa vie. Pour les pratiques, par exemple, de covoiturage, on s'aperçoit que les populations majoritaires qui l'utilisent, ce sont les populations étudiantes, et notamment les populations les plus fragiles d'un point de vue économique, et donc en tant que passager. Et donc à ce moment-là, est-ce que les populations familiales seront en capacité de vouloir faire du covoiturage, ou bien est-ce qu'on change de mode arrivé à un certain âge et un certain moment de sa vie d'un point de vue économique, et on achète une voiture ou on loue une voiture, et donc se pose cette question-là. Pareil pour les différents modes de transport. Est-ce qu'on est capable de faire du transport en commun quand on est une famille de 5 personnes, ou est-ce qu'on préfère prendre sa voiture? Là encore, ce sont des décisions personnelles, mais ça montre, les changements ou les inchangements montrent que le poids des mentalités est encore fort, et qu'on aime aussi sa liberté de déplacement. Évidemment, la voiture est le symbole de la liberté des déplacements, puisqu'on peut partir à n'importe quelle heure, arriver à n'importe quelle heure, et comparé au train ou bien au tramway, au bus, etc., c'est beaucoup plus compliqué, même si
les prix ont largement baissé avec les Wigo, les low cost, notamment. Mais on a des contreparties que sont les horaires et puis les populations avec qui on se déplace. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Et ces réflexions-là sont à la fois faites par la vie de tous les jours, mais elles sont aussi faites par les rappels que nous pouvons voir au cinéma, dans les différents arts que sont les films de James Bond, les BD de Tintin et d'autres, la musique notamment, qui permettent d'alimenter, d'innover, de raviver notamment le désir de mobilité. Donc voilà, ces éléments-là auxquels je voulais vous faire part. Je vous laisse avec différents conseils de lecture que vous pourrez regarder, à la fois des lectures scientifiques et puis des lectures plus culturelles et des films. Ce ne sont que des choses prises sur le volet. J'en ai sûrement oublié, vous aurez certainement plus que moi d'éléments. Voilà pour ça. Je crois que l'on peut ouvrir à la discussion. Alors, question. Écoutez, merci beaucoup déjà dans un premier temps et puis pour ces conseils de lecture. Effectivement, on va pouvoir entamer les questions. Je vais tout simplement envoyer un petit lien sur le chat de la conférence pour nos participants. Merci si vous avez l'occasion de remplir le questionnaire qui est très court et qui nous permettra de nous améliorer encore un petit peu plus. Pour les questions, plusieurs façons de faire. Les personnes ayant un micro et souhaitant, entre guillemets, s'exprimer par elles-mêmes peuvent me faire signe via le chat afin que j'active leur micro pour poser une question, ou bien n'hésitez pas tout simplement à passer via le chat et je me ferai le relais de votre question. Écoutez, moi je peux peut-être en avoir une première question pour commencer. Finalement, et notamment avec les dernières citations que vous avez proposées, est-ce qu'on ne risque pas à un moment dans cette démarche écologique d'entrer finalement dans un conflit total avec cette notion aussi de mobilité avec le monde actuel où tout doit être mobile, on doit avoir accès à énormément de choses relativement instantanément, entre guillemets, finalement. Est-ce qu'on ne va pas entrer en conflit et se dire que la meilleure solution pour régler ce problème écologique serait finalement de revenir à une forme d'immobilité où la voiture serait, entre guillemets, complètement bannie, comme ce qui semble être parfois le cas dans les débats politiques. Merci pour cette question qui ouvre le débat. Effectivement, on est sur cette tension-là. Encore une fois, c'est très culturel, puisque même si mes champs d'intérêt sont plutôt la société occidentale, on voit bien qu'il y a dans les pays en développement une volonté d'être plus mobile et donc la démarche écologique n'est pas nécessairement là. Pour nous, elle est là parce qu'on a une certaine histoire et effectivement, on est dans cet entre-deux entre le développement de nos mobilités à la fois individuelles et immatérielles avec tout ce qui est électronique et puis de marchandises avec, je pense notamment à tout ce qui est plateforme Amazon, etc. Où on a la possibilité justement avec Amazon, par exemple, de se faire livrer en moins de 24 heures, à la fois des livraisons qui se font, alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais aux États-Unis, par exemple, on peut désormais se faire livrer par Amazon et d'autres chez soi, c'est-à-dire que la personne qui amène le colis rentre dans votre maison par un pass avec son iPhone ou son smartphone, dépose le colis et vous avez la possibilité de voir via une webcam la personne qui dépose ce colis-là, ou bien elle peut vous le déposer dans le coffre de votre voiture, de la même manière, en ayant accès à votre voiture. Et donc, on est bien sur cette idée, enfin, il y a une tentative de dire, finalement, on pourrait se faire livrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, même quand on n'est plus là. Alors, on sait que, par exemple, pour les colis, c'est souvent le cas, on est livré, on vous dit, dans la journée, et en fait, on s'aperçoit que si on a pris différentes compagnies de livraison, on se fait livrer entre 8h et 11h, et puis après entre 16h et 19h. Donc, il y a cette question de l'instantané, de tout vouloir en même temps tout de suite, qu'il s'agisse des déplacements automobiles ou bien de la mobilité des marchandises.
La question de l'immobilité, elle est recherchée par certaines parties de la population. C'est le cas justement pour des déplacements touristiques. Moi, je pense notamment, là, je relisais souvent des ouvrages de Sylvain Tesson, qui est effectivement un auteur qui, lui, est plutôt contre tout ce qui est société de consommation et qui va donc plutôt loin de la population, qui va chercher l'immobilité. Dans son dernier livre, au Tibet, c'est typiquement ça, la technique de l'affût, c'est rester immobile pour attendre la panthère des neiges. Et donc, on est là sur des manières de se déplacer qui sont peut-être, à mon avis, élitistes, mais à certains moments, à certains instants, des populations souhaitent ce type de mobilité parce qu'on est de plus en plus dans l'urgence et dans l'instantané. Et donc, c'est problématique. Est-ce que ça rentre en conflit avec l'écologie? Oui, sans aucun doute. Comment cela va-t-il être géré? Je pense que c'est d'abord une démarche individuelle, mais qui devrait être, qui est déjà appuyée par, par des associations, par l'État, qui visent peut-être à promouvoir différents modes de transport en facilitant. Alors, on a eu le problème de la taxe carbone qui était, à mon avis, problématique parce qu'elle se fixait sur des populations plus ou moins fragiles. Mais si on étend la taxe carbone à des déplacements en avion, des déplacements en paquebot de croisière, peut-être qu'on n'hésiterait pas, par exemple, à dire je ne vais pas prendre l'avion pour faire un Bordeaux-Lyon, mais plutôt, s'il est taxé, je vais plutôt prendre le train, même si, pour le coup, il faut passer soit par Paris, soit par le sud, et ça prendra plus de temps. Donc, on est dans cette ambiguïté-là, mais il faut que ce soit une décision de l'État de réduire ces déplacements un peu hiératiques et qui font mal un peu à l'environnement. Et dans le même temps, c'est une démarche aussi individuelle. Je pense notamment à cette possibilité que vous avez là, quand vous prenez votre billet d'avion, de payer un supplément pour essayer de sauvegarder l'environnement. Est-ce que c'est du greenwashing? Peut-être. Mais les compagnies, à la fois automobiles, aviation, etc., font des efforts ou cherchent à faire des efforts pour essayer de diminuer leur bilan de carbone. Alors, n'hésitez pas, si quelqu'un a une question, de m'interpeller ou tout simplement de la poser sur le chat. Peut-être une autre question, peut-être un peu sur un ton plus léger, si vous voulez. Oui, bien sûr. On avait souvent tendance, lorsqu'on parle de la mobilité dans le futur, à fantasmer, entre guillemets, une société. On le voit dans certains films, on le voit dans certains ouvrages, où chaque personne a une voiture volante, finalement. Mais ce que vous disiez, que la ville, en 30 ans, est déjà à 80% construite, finalement, est-ce que ces voitures volantes, cette nouvelle façon de se déplacer, est-ce qu'on va simplement rester dans l'utopie, car finalement, nos sociétés, nos villes actuelles ne sont absolument pas conçues pour ce genre de véhicules et de technologies? C'est une question plus légère, mais pas tout aussi compliquée. Effectivement, il y a cette idée-là, cette volonté de se déplacer plutôt individuellement. Et il y a effectivement des prototypes qui sont créés pour un déplacement plus ou moins individuel en voiture volante et voiture qui roule. J'étais allé voir une exposition à Londres sur la vitesse, je ne sais plus si elle y est actuellement, et qui montrait à la fin un prototype de voiture volante. C'est potentiellement, alors on sait que c'est faisable, est-ce que c'est viable, est-ce que ce serait intéressant pour les populations? Je ne sais pas. Je me souviens juste là récemment de ce joueur de basket, alors je confonds toujours, américain qui est récemment mort dans son hélicoptère qu'il utilisait pour se déplacer de Los Angeles à San Francisco, je ne sais plus où. Et donc, alors là, on est sur l'aspect le plus négatif de la mobilité volante individuelle. Mais on ne peut pas ignorer que ça existe déjà sur les routes, la mentalité. Est-ce que des voitures volantes, ce serait souhaitable dans un avenir proche? Les films le montrent bien, Cinquième Sens,
Le cinquième élément, pardon, ou bien d'autres films, effectivement, c'est un souhait, un désir. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable d'un point de vue d'assurance, de circulation et de normalisation de l'espace. Il faudrait, comme c'est le cas pour l'aérien, même si voilà, il faudrait faire des couloirs de circulation. Comment on fait Il faudrait une police de l'air qui circule aussi. Il faudrait des panneaux de signalisation pour essayer de faire des choses. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec mon analyse systémique, c'est qu'il faut effectivement penser tout le système. Voilà, donc à quelle altitude il faudrait voler, etc. Et puis, on sait bien qu'il y aurait toujours des personnes qui peuvent traverser les mailles des règles et donc poser des problèmes. Donc, étant donné que ce qu'on sait de sûr, c'est que dans les années à venir, la majorité des populations va être de plus en plus concentrée dans les villes. Et donc, de ce fait-là, on pourrait isoler que des voitures volantes pour des populations de plus en plus localisées dans les villes, ce serait encore plus compliqué que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Alors, nous avons une question sur le chat de M. Pierre Tousneau qui vous demande est-ce que les industriels en aéronautique, automobile, etc., intègrent les recherches sur la mobilité dans leur stratégie industrielle et productive? Est-ce qu'il y a des coopérations avec des chercheurs, des laboratoires ou même des universités? Alors, à ma connaissance, oui, mais je n'ai jamais expérimenté, moi, ce type de coopération avec des industriels. Quoi qu'il en soit, il y a des instances où les industriels se retrouvent avec les chercheurs, les laboratoires, les universités, qui tiennent lieu de salons de rencontres, de conférences, où justement, par exemple, le cas de la conférence que j'ai pu organiser l'année dernière avec l'association Transport Traffic and Mobility à Paris, réunissait sur un jour à la fois chercheurs et industriels sur des thématiques de sécurité routière, où justement on dialoguait entre ingénieurs, chercheurs en sciences humaines et politiciens sur les mobilités. Donc c'est le cas, mais je ne suis pas sûr que ce soit fait dans tous les domaines parce que je n'ai pas connaissance de tous ces domaines. Mais j'imagine que si c'est le cas pour l'automobile, ça va être le cas aussi pour les autres modes de transport. La SNCF a une instance qui s'appelle le Forum Bimobile. Vous pouvez aller chercher sur Internet, qui a plusieurs événements pour développer justement les pratiques, les recherches sur le monde ferroviaire. Et à ce titre, il y a une autre instance aussi qui est un peu différente, qui est Rail et Histoire, qui est, elle, plutôt une association qui vise à la promotion du patrimoine et aux recherches universitaires sur le monde ferroviaire. Donc, la SNCF se positionne aussi comme un acteur du développement de la recherche scientifique. De rien. Peut-être une dernière question. Écoutez, si jamais il n'y a plus de questions, je tiens encore une fois à vous remercier, Étienne, de ces éclaircissements, pardon, qui étaient très enrichissants. Je souhaite à tout le monde, écoutez, une très bonne soirée. Je pense qu'on va pouvoir conclure ici. J'invite tous ceux que ça intéresse à notre dernière conférence demain soir, donc qui sera à 18h par Monsieur Benjamin Thierry, qui portera en fait sur le thème de l'histoire à l'ère du numérique. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore. Vous avez quelques remerciements encore pour cette superbe conférence. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. Je vous invite à aller voir la conférence de Benjamin Thierry demain, qui est ta collègue. Merci à vous, j'y serai. Merci beaucoup.